Oui. Oui, on a des problèmes avec le micro. Ah, S'il c'est vous dommage. plaît, les techniciens, aidez-nous avec le micro. C'est ce micro-là. Celui-là. On pousse l'autre derrière. On pousse ça derrière là. Ok, là c'est bon. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci, Monsieur Fall. Je vais, à l'instar de mon collègue, vous réitérer notre compassion du parquet, Merci. par rapport à cette violence, par rapport à tout ce que vous et vos militants avez subi ce jour funeste, comme vous l'avez dit, du 28 septembre 2009. Je vais vous poser un certain nombre de questions à deux niveaux. Je vais commencer là où vous-même vous avez commencé en ce qui concerne la nature des faits d'abord pour lesquels, n'est-ce pas, ce tribunal est saisi. Mais comme déjà mon prédécesseur, il a posé un certain nombre de questions sur le déroulement même des événements, je ne vais pas revenir sur ces questions. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau. Je suis tout à fait d'accord. Vous confirmez que c'est effectivement lieutenant Mars et ces hommes qui vous ont agressé, vous et les autres leaders du stade du 27. Est-ce que vous confirmez cette étape? Il n'y a aucun doute, monsieur le procureur. C'est bel et bien Marcel que nous avons bien identifié en plusieurs étapes, à l'intérieur du stade, sur l'esplanade du stade du 20 septembre et à la clinique Pasteur. Jusqu'à présent. Et à la clinique Ambroise S'il vous Paré. plaît, attendez un peu. Je ne sais pas. Alors, approchez le micro. Approchez le micro. Oui, oui, bien sûr. Ok, c'est Si ça marche. Oui, c'est bon. Mais OK. vous ne pouvez pas fixer le micro, s'il vous plaît. Fixez le micro. Bon, je et vais rapprocher approchez-le. alors. Fixez ça. Après, je me rapproche comme ça. C'est bien. Voilà, attendez, je vous prends tout ça. Merci. Merci beaucoup. Vous allez faire un effort de parler dans le micro. Oui, oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fall. Et vous ne trouvez pas curieux lorsque le colonel Moussa Tchegbo Camara déclare n'avoir pas vu Marcel Foustad? Il a certainement ses raisons pour lesquelles il ne veut pas reconnaître que Marcel était... je ne parle pas du stade, mais il avait raison pour dire que Marcel n'était pas à la clinique Ambroise Paré. Mais lui-même avait essayé de le raisonner à la clinique Ambroise Paré. J'allais en venir parce que non seulement il nous a déclaré ici qu'il aurait vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, ça peut être lui ou pas, mais ne l'avoir pas vu à la clinique Ambroise Paré. Ça, il a été formel là-dessus. Vous ne pouvez pas s'appuyer? Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de dénégations dans ce procès. Je suis une partie de ce procès. Je n'étais pas à Conakry, mais je suis une partie. Il y a eu beaucoup de dénégations. Et j'attendais mon arrivée et mon passage devant vous pour dire ma part, ce que j'ai vu réellement au stade et ailleurs. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut déduire, au-delà de tout doute raisonnable, que le lieutenant Marcel est effectivement, ou en tout cas, fait partie de ceux-là, des auteurs qui ont commis les massacres du 28 septembre? En tout cas, Marcel nous a agressés. Il nous a battus. Il avait une matraque. Je ne l'ai pas vu avec des armes. Mais lui et ses hommes nous ont battus avec des... D'ailleurs,
le coup que j'ai reçu sur la tête, j'ai dû faire la radio après, parce que pendant très longtemps, je sentais quand je mettais là-dessus que j'avais mal. J'ai dû faire la radio à l'extérieur. Ça, c'est évident que Marcel et son groupe nous ont asséné des coups violents et qu'il a sorti une grenade à la clinique Ambroise Paré. Ça, c'est réel. Donc, on peut l'imputer la responsabilité de ce dont vous avez été victime au titre des violences, blessures et autres agissements commis sur les manifestants ce jour du 28 septembre. Ceci est affirmatif, monsieur le procureur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais continuer. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchekboro Kamara au niveau de la Fondis, il y a eu des échanges entre vous. Est-ce qu'il était avec son contingent? Oui, il était avec son contingent. Il avait plusieurs gendarmes qui étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pu nous bloquer. Parce que s'il était seul, il n'aurait pas réussi à nous faire arrêter. Sur les lieux? Non, il y avait beaucoup de gendarmes. Est-ce qu'il était, alors, le plus gradé de tous ces gendarmes, ou en tout cas ces services, ces éléments de défense et de sécurité qui étaient présents sur les lieux de ce jour-là, à votre avis? On peut penser raisonnablement que c'est lui le chef, parce que c'est lui seul qui parlait. Personne d'autre ne parlait dans le groupe, c'est lui seul qui parlait. Et donc, raisonnablement, c'était lui le chef du contingent. Lui le chef du contingent. Raisonnablement. J'ajouterai le coordinateur du dispositif de répression ce jour. Bon. Je vais continuer. Monsieur Fall, tout de suite, vous avez commencé par nous rappeler que vous étiez le représentant de la République de Guinée à la conférence à Rome portant sur le statut. Certes, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez approuvé les conclusions du rapport d'enquête internationale d'un éminent juriste que vous avez cité, et je crois que vous connaissez, qui a conclu, au regard de ce qui s'est passé le 28 septembre, les faits sont constitutifs d'un crime international, notamment le crime contre l'humanité. Est-ce que vous convenez avec moi? Certes, Maître Hamidou Barry ne me dira pas le contraire s'il était là, que le 28 septembre, il y a eu crime contre l'humanité. Monsieur le procureur, je suis juriste de formation. Ah. Je suis de la 9e promotion de la faculté de droit de l'université Gamal Abdel Nasser. La 9e promotion. La promotion Samori, Almami Samori Touré. Je suis un juriste de formation. J'ai enseigné le droit à la faculté de droit pendant quelques années, mais j'avais choisi d'être diplomate. Donc, j'étais directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères à cette période. Et c'est à cette qualité que je suis allé à la conférence diplomatique de Rome. Naturellement, il y avait un magistrat avec moi, le procureur Yves Aboli, mais j'étais le chef de la délégation, j'avais le rang d'ambassadeur, directeur des affaires juridiques, et c'est à ce titre que nous étions à Rome. Et donc, le rapport de la Commission internationale d'enquête, que nous on appelle souvent la Commission d'établissement des faits, qui avait mandat de venir à Conakry pour faire le point de la situation et rendre compte au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, sur les circonstances des événements qui s'étaient produits à Conakry. Ce rapport a conclu qu'il y avait eu des crimes graves à Conakry. Il a situé des responsabilités, il a donné des noms et il a qualifié les crimes commis au stade de Conakry de crimes contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité faisait partie des crimes qui relevaient de la compétence de la Cour internationale au sens du statut de Rome. C'est la raison pour laquelle la CPI avait été saisie. Je me réjouis d'apprendre que vous êtes juriste de formation, ça me rassure déjà. Alors, aujourd'hui, si ces accusés comparaissent devant ce tribunal pour des faits d'assassinat, de coups et blessures,
de viol, de séquestration, pour ne citer que ces infractions. Vous convenez avec moi, au regard des faits, du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, qu'il y a eu bel et bien crime contre l'humanité, en votre qualité de juriste? Oui, je le pense parce que, vous savez, monsieur le procureur, au moment où nous discutions du statut de Rome à cette période, les viols ont occupé une très grande place. Et comme vous savez, les viols de cette nature sont considérés comme des armes de guerre. Et c'est ce que les soldats ont utilisé. Ils ont utilisé une autre arme de guerre qui n'est pas le fusil ni les manchettes, le viol. Et le viol, c'est pour déshonorer les femmes, pour les humilier, pour leur arracher ce qu'elles ont de plus intime. Et c'est pour ça qu'on considère le viol comme un acte vil. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous discutions du statut de Rome, ce genre de viol a été pris en compte. Et quand vous voyez ce qui se passe en RDC, où il y a eu des viols de cette nature, parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats, ou du moins les belligérants, pas forcément des militaires, les belligérants utilisent cette arme du viol comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci, M. Fall. Je vais continuer. Et c'est pourquoi, et à juste raison d'ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale, je cite, 405, le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Alinéa 2. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et, s'ils sont primitifs, toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour poser des questions. Donc, je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchegboro Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien? Au niveau de Fondis? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même de vives discussions entre lui et plusieurs collègues des forces vives. Et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient, et chacun était sur ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté. Et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques kilomètres, à quelques mètres du lieu de la conférence, parce que nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants, et puis on se séparait. Et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence, mais c'était quand même assez tendu, chacun maintenant sa position. Très bien. Alors, vu le contexte de cette intervention entre vous, il était là, c'était pour vous dissuader ou pour vous empêcher de tenir ce meeting? C'était pour nous dissuader. Bon, je ne suis pas certain qu'il pouvait nous empêcher. Certes, notre groupe n'était pas un groupe important, mais la preuve a été donnée que la masse qui est venue après a fait sauter son verrou. Mais il essayait de nous dissuader, de nous parler. Vous dissuader. Oui. Moi, je dirais vous empêcher et même de réprimer. Je vais continuer. Monsieur Fall, vous avez suivi 2 parties civiles qui ont passé ici victimes, qui ont déclaré ceci, que lorsque les leaders politiques et eux, les manifestants de façon générale,
ont rencontré au niveau de la Fondise le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Il a proféré des menaces. Je les cite. Vous tenez à accéder au stade. Si vous y allez, vous allez en tirer toutes les conséquences. Après de tels propos, tenus par un officier supérieur, qui avait le 28 septembre, sous son contrôle, sous sa direction, sous son commandement, des forces de sécurité, armées pour certains. Si ces faits se sont commis, des faits de crime, de viol, de coups et blessures, à qui, selon vous, en termes de responsabilité de supérieur hiérarchique, on peut imputer cette responsabilité? Monsieur le procureur, je laisse le soin au tribunal de situer les responsabilités. Moi, je donne les faits tels que je les ai vécus. Évidemment que j'ai suivi ces propos à travers certaines de nos militantes qui étaient effectivement au stade. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier, et cela constitue certainement un élément d'appréciation pour vous. Je préfère ne pas jouer ce rôle ici, et je préfère rester dans ma position de partie civile. C'est le juriste qui parle. Alors, c'est sur ce, je remercie Monsieur le Président, le tribunal et ses assesseurs. Je vais passer la parole à mon collègue, le procureur El Sidiki. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, à la suite de mes collègues, je voulais vous dire merci. Vous êtes un diplomate chevronné, reconnu sur le plan international. Et malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de venir donner votre part de vérité. On ne peut que se réjouir et vous dire merci. Et sans risque de se tromper, et à l'image de M. Bahouri, je vais dire que vous êtes des valeurs de ce pays. Des questions maintenant. Merci bien. Alors, par rapport aux questions, votre rencontre devrait avoir lieu, je vais parler du meeting, ça devrait se faire à l'esplanade du stade ou bien dans l'enceinte du stade. Initialement, nous voulions organiser notre meeting à l'intérieur du stade à cause de ses capacités. Nous en avons fait la demande. On n'a pas reçu de réponse. Et donc, raisonnablement, on a compris qu'on ne nous donnait pas l'autorisation de le faire à l'intérieur du stade. Nous avons saisi la commune de Dixine par une lettre officielle. Mon collègue Bahouri vous a expliqué, puisque c'est lui qui s'occupait de l'organisation. Et la seule réponse que nous avons eue de la commune de Dixine, c'est qu'il n'était pas à même d'assurer la sécurité, mais la commune ne s'est pas opposée non plus. Et nous avons décidé en séance plénière des forces vives, avec tous les leaders, que nous maintenons notre meeting, puisque déjà dans les déclarations que nous faisions sur les radios privées, nous avions déjà annoncé que c'était au stade. Et comme tous nos militants à Conakry et ailleurs avaient compris que le meeting se faisait au stade, nous avons donc décidé en séance plénière des forces vives de tenir le meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Voilà. D'accord. Et pour vous, qui a ouvert les portes du stade? Ceci reste un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. D'accord. Nous n'avons aucune idée. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion qui s'était tenue à la veille au niveau du camp Alpha Yaya Diallo? Pas avant le 28 septembre. C'est après le carnage du 28 septembre que nous avons appris qu'il y avait une réunion au camp Alpha Yaya la veille et que des instructions avaient été données pour donner des représailles. Et c'est après qu'on l'a su. Et je devrais ajouter
que dans mon exposé, je n'ai pas mentionné les disparus. Je devrais mentionner que beaucoup de corps avaient été enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Mais en ce qui concerne cette réunion, on avait même appris à l'époque, et vous rappellerez que dans le camp Al-Fayaya, qu'il y a une excavation à l'intérieur du camp Al-Fayaya, et qu'il y a eu une explosion des bombes et autres qui étaient à Al-Fayaya il y a des années, et qu'il y avait une grande excavation là-bas. Nous aurions appris aussi, puis c'était des rumeurs, que cela aurait servi de fosse commune aussi au corps qu'on avait enlevé. Évidemment qu'il reste encore un mystère sur cela, mais nous avions appris quand même ce que vous dites, quelques jours après, le 28, qu'il y avait une réunion très tardive au camp Al-Fayaya où des instructions avaient été données. Nous l'avons appris. Mais Merci. après. Merci bien. Et puisque vous étiez au stade, quel genre d'armes vous avez pu distinguer ces jours-là avec ces militaires? Ils avaient des fusils. Ils avaient des fusils. Ceux qui tiraient sur les manifestants avaient des fusils. Ceux qui sont venus vers nous, il y avait certains avaient des fusils qu'ils n'ont pas utilisés. Ils utilisaient les crosses des fusils pour nous bastonner. Où ils avaient... Mais nous n'étions pas directement à l'intérieur du stade pour nous approcher des militaires. Nous, on a été avalés très tôt. Vous avez vu des fusils? On est sortis très tôt du stade. Vous avez vu des fusils? Oui, il y avait ceux qui ont tiré, évidemment, ils tiraient avec les fusils. Vous avez vu des machettes? On a vu... Non, moi, je n'ai pas vu de machettes, mais parmi mes militantes, il y a beaucoup qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez qui ont été des... poignardés, qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez des gourdins? Des gourdins? Ah, ils en avaient. Marcel même en avait. D'accord. Marcel avait une grosse matraque. C'est avec ça qu'ils nous tapaient. Des matraques? Des espèces de gourdins, en tout cas. Des espèces de gros gourdins. Et c'est avec ça qu'ils nous battaient. Et est-ce que vous avez entendu parler aussi de flèches? Moi, je n'ai pas vu les flèches. D'accord. Ceux qui avaient les flèches sont arrivés après nous. Nous, comme je dis, nous, on est sortis très tôt. On nous a exfiltrés. Ces gens-là sont venus après nous. Sont venus après nous. Et aux abords du stade, est-ce que vous avez vu des camions militaires, des pick-up, des bus? Non, quand nous sommes sortis du stade avec le commandant Toumba, on est venu sur l'esplanade, on a vu son véhicule garé. De l'autre côté, vers l'école de Dixine, il y avait des véhicules militaires certainement, mais nous n'avons pas fait attention. Nous étions dans une telle... On était harcelés, monsieur le procureur. On n'avait pas le temps de regarder tout ça. On avait affaire à ceux qui étaient autour de nous, nos assaillants, qui continuaient à nous taper dessus. Donc, je n'ai pas remarqué ça. Non. Et puisque Marcel était proche de vous, comment il portait son béret? Il avait un béret rouge. Comment il le portait? Bon, vous ne vous rappelez pas. En tout cas, il portait le béret rouge. Ça, je sais, il portait un béret rouge. Il avait une vareuse verte et il portait un béret rouge. D'accord. Et vous dites qu'au niveau de l'hôpital, vous vous étiez vu avec colonel Kibro. Et vous l'avez même tiré pour qu'il puisse voir une des victimes qui y était admise, n'est-ce pas? C'est la clinique Ambroise Paré, 2 ou 3 jours après. Quel était son état d'âme? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsque vous lui avez montré cette victime-là? Il n'a pas fait d'observation, mais je l'ai tiré, je lui ai dit viens. Le colonel Kibro et moi, on a toujours eu des relations très fraternelles. Il m'a toujours appelé grand frère, même après le 28 septembre. On a travaillé ensemble à la présidence ici. Quand j'étais secrétaire général de la présidence, il travaillait déjà avec le président Alpha Condé. Et quand je l'ai appelé à la clinique, je lui ai dit, viens voir. Il m'a suivi, je lui ai montré la victime, mais il n'a pas fait d'observation. D'accord. Et également, vous avez parlé des pillages des domiciles de certains leaders. Vous étiez allé voir l'ampleur de ces dégâts? Je n'ai pas vu chez Jean-Marie Doré, je n'ai pas vu chez Selou Dalin, Selou Dalin Diallo. Par contre, comme nous avons été libérés, je dis bien libérés, la nuit avec Sidia, nous sommes allés ensemble chez lui, je suis descendu et je suis rentré dans sa chambre, le salon, on a tout regardé, on a vu toute cette essence dessus. Je peux confirmer qu'il a eu une visite cette nuit chez lui. Pour les autres, je ne peux pas confirmer, je ne suis pas allé là. Je l'ai appris. Mais nous l'avons appris quand nous étions à la clinique. Pour tous les trois, on l'avait appris.
par le téléphone. Et pour que vous puissiez quitter la clinique Pasteur, est-ce que ça va faire l'objet de pourparlers, des négociations? Ils m'ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD. Quand ils sont arrivés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont discuté avec le président du CNDD et que celui-ci avait accepté de nous laisser partir. D'ailleurs, j'ai réagi d'ailleurs. Et quand on me l'a dit, on l'a dit de façon comme si il a la gentillesse de nous laisser partir. Et moi, je me suis levé. Je savais, je l'ai dit ce soir-là, je l'ai dit au colonel Thiegoro à la clinique. Je lui ai dit non, il y a eu des crimes graves qui se sont passés à la clinique et plutôt au stade. Moi, je revenais de Bangui. J'étais à Bangui où j'ai vu, quand j'étais représentant spécial à Bangui, il y a eu les crimes de viol pour lesquels Jean-Pierre Bemba avait été arrêté. Et je savais que c'est des crimes qui étaient punis et poursuivis par la Cour pénale internationale. Je le savais. Et je lui ai dit, vous venez de commettre des crimes contre l'humanité aujourd'hui, avant même que la mission d'enquête ne vienne ici. Je lui ai dit la nuit là. Il était même un peu... il a bougé un peu, mais le Premier ministre Komara l'a calmé. Donc, nous n'avons pas négocié avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD, qui a bien voulu accepter de nous laisser partir. D'accord. Et vous étiez au stade. Vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas dit que j'ai vu des cadavres, mais j'ai vu des gens tomber. Je voyais des tirs et les gens tombaient. Et Sidia m'a dit, les gars, ils sont en train de tuer les jeunes. Mais les cadavres, on ne les a pas identifiés. Et vous avez vu également les femmes? Ah oui, ça nous l'avons vu. Qui ont été vous savez, violées. Oui, quand vous sortez de l'aire de jeu, il y a quand même un bon espace entre le stade lui-même, parce que le complexe du stade est très grand. Et donc, entre l'aire de jeu et la sortie, il y a le palais des sports qui est à gauche et un grand espace. C'est dans cet espace-là qu'on a vu les militaires s'acharner sur les femmes. Là, on l'a bien vu. Et j'ai même reconnu une de mes militantes. Je tais des noms ici. J'aurais pu donner beaucoup de noms de femmes qui ont été violées et autres, mais je respecte leur intimité et je garde tout pour moi. Mais j'ai reconnu une de mes militantes entre leurs mains. D'accord. Et partant de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, le nombre officiel qui a été donné, est-ce qu'il y a une conformité? C'est-à-dire entre la réalité et ce qui a été officiellement donné comme chiffre? Monsieur le procureur, je suis un homme politique, j'étais président d'un parti politique où les autres collègues leaders des forces vives ont dû faire le dénombrement au sein de leur parti des victimes. Mais quand je prends mon propre parti, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et beaucoup qui ont été violentées et d'autres qu'on a déshabillés, qui sont sortis du stade et qui n'ont eu de secours que des femmes des quartiers riverains qui sont sorties pour leur donner des pagnes. Et d'ailleurs, ces dames sont reparties le lendemain ou les jours d'après pour restituer et remercier ces familles. Mais le nombre de femmes violées, j'ai toujours dit que c'est bien au-delà du chiffre qui a été communiqué, parce que plusieurs dames, je dis bien plusieurs, et je parle en connaissance de cause. Et le nombre de morts? Le nombre de morts, c'est la même chose. Vous savez, dès lors qu'on vient enlever les corps la nuit et qu'on ne peut plus savoir combien de morts il y a eu. Ils ont enlevé les corps, c'est évident. D'accord. Et les femmes ont été enlevées. Elles ont été enlevées pour être envoyées dans des camps militaires. Vous avez pu savoir après quels étaient ces camps? Non, moi je n'ai pas été au courant de cela. Je l'ai appris après. Parce qu'au sein de mon parti, moi j'ai fait le tour des femmes qui avaient été victimes. J'ai rendu visite à chacune d'elles. Mais je n'ai pas eu vent de femmes qui avaient été séquestrées, qu'on avait maintenues dans les camps. Sinon, je serais allé à leur recherche. Au sein de mon parti, je n'en ai pas dénombré. Non. Et que savez-vous des cas des fosses communes, des charniers? Le charnier, moi j'ai entendu parler de la fosse qui était au camp Al-Fayea, qui a été laissée, une fosse béante qui était restée là-bas, après l'explosion des bombes là-bas. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande explosion des munitions. On nous disait qu'il y avait cette excavation, moi je n'ai pas vu, mais on nous a dit, les jours qui ont suivi,
le massacre du stade du 20 septembre, que des corps aient été ensevelis là-bas. Mais le reste, je ne suis pas au courant. Non, on nous a quand même dit quand nous étions à la clinique, parce qu'on a eu beaucoup de contacts quand nous étions à la clinique. Et Selou, et Sidia, et Jean-Marie, et moi-même, nous avons eu beaucoup de contacts à l'extérieur dans la soirée. Et on nous avait dit qu'on avait enlevé des corps. On nous l'avait dit avec certitude. D'accord. Et pour vous, quel était le mobile réel de ces massacres-là? Pourquoi on a massacré la population? Monsieur le procureur, c'est un non-sens, je vais vous dire pourquoi. Et que l'on nous dise que nous sommes allés au stade et que la manifestation n'était pas interdite officiellement, mais que nous sommes allés quand même au stade. Qu'on nous le dise, oui, mais moi, si j'étais à leur place, moi je n'aurais pas envoyé des soldats pour réprimer, pour tuer des gens et violer des femmes. Qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? Vous avez la liberté, après notre manifestation du stade du 20 septembre, de nous faire arrêter. C'est la règle classique. Ils avaient cette possibilité de nous interpeller immédiatement après et, si besoin, de nous amener à la justice. Mais on a choisi la manière forte. On a voulu réprimer. C'est ça le sens que je donne au massacre du stade du 20 septembre. On a voulu réprimer. D'accord. Pour vous, ça a été préparé ou spontané? Je ne suis pas sûr que ce soit spontané. Quand vous lisez le rapport même de la Commission internationale d'enquête, vous comprendrez que ce n'était pas fortuit. Et la manière dont les gens ont agi à l'intérieur du stade et la manière dont ils sont acharnés sur nous, je suis enclin à croire à certains propos qui ont été donnés ici pendant ce procès pour dire qu'on a envoyé des gens pour nous mater. Et on nous a vraiment matés à l'intérieur du stade. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Et je réaffirme votre engagement pour la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci, honorable assesseur. Défense.